Bonjour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire appelle à mobilisation pour le 10 septembre 2015. Intervention de Madame Amon Marthe Ago. Et pour finir, Islande. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Diéty. Ouvrons les guillemets. Nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la Maca et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. La rue le jeudi 10 septembre 2015. Chers amis, nous n'avons que les moyens légaux. Nous n'avons que les moyens légaux pour manifester nos mécontentements. Nous n'avons que les moyens constitutionnels pour le faire. Parmi les moyens légaux dont nous disposons, il y a les marches. Et nous avons décidé de descendre dans la rue ce jeudi 10 septembre. Et si Ouattara refuse de nous écouter, nous allons descendre dans la rue jusqu'à ce que la commission électorale soit dissoute, jusqu'à ce que les prisonniers politiques soient libérés, jusqu'à ce que la constitution ivoirienne qui a été votée à plus de 86%, jusqu'à ce que cette constitution soit respectée scrupuleusement. Je vous remercie. Tout de suite, intervention de Madame Amon Marthe Ago. Et en mars 2011, on était à la fin du problème des règlements des dettes extérieures contractées par ses prédécesseurs. Malheureusement, ils sont tombés sur nous, bombardé tout le pays. Et puis, bombardé les camps militaires, les civils, même des hôpitaux ont été touchés, hein, je vous le dis. Et fini par arrêter le président légalement élu, le déporter à la CPI et puis maintenir beaucoup de nos concitoyens en prison. Et nous vivons en semi-liberté, nous autres. Voilà. Deux événements, les deux premiers événements, nous avons déjà compris que la France ne tenait plus trop à mettre le masque. Et après, c'est la fin de la diplomatie. C'était une diplomatie de façade jusqu'à présent. Nous venons de nous rendre compte que la France se comporte exactement comme la tutelle, le colonisateur de la Côte d'Ivoire qui ne l'a jamais décolonisé. Voilà. Et les événements récents, ceux de 2010, ont montré complètement là, la France a fait tomber complètement le masque. Puisque pour un problème de conflit électoral, mais il n'y avait même pas conflit. C'est la France seule qui a contesté, qui était la première à contester. Pour vous dire la chose, après les élections en Côte d'Ivoire, voici exactement comment les choses sont passées. Il n'y a pas eu de contestation. Le Conseil constitutionnel, qui est l'organe habilité à proclamer les résultats définitifs, a fait son travail, proclamé M. Laurent Gbagbo candidat comme étant le candidat qui a remporté les suffrages. Il est élu. Il a, après son investiture, conformément à la loi de la Côte d'Ivoire, M. Nicolas Sarkozy, depuis l'Inde, à notre grande surprise, où il était en mission, il était en voyage, et devant des journalistes, a intimé l'ordre au président Laurent Gbagbo de quitter le pouvoir dans 48 heures ou 72 heures, je ne sais plus. Il a 48 heures. Nous étions tous sidérés. Et donc, ça montrait bien qu'il n'y avait plus de démocratie, il n'y avait plus de diplomatie entre la France et la Côte d'Ivoire. C'était bien le pays colonisateur qui s'adresse à son sujet. Donc l'indépendance, tout ça, c'était qu'une façade. Les diplomates, les ambassadeurs qu'on y envoyait, c'était une façade.
Et figurez-vous que le président Laurent Gbagbo a même demandé qu'on recompte si on estime que, on recompte les voix si on estime que il n'a pas gagné, ce qui a refusé. L'ONU même, Ban Ki-moon même, qui dit que c'est injuste de recompter les voix. Et vous savez ce qui s'est passé par la suite. Bon, donc, vous me demandez comment j'ai vécu personnellement cette situation, c'est 2002, face à la rébellion, et puis les situations du bombardement du camp militaire de français à Bouaké, très douloureusement, parce que la France a montré vraiment son abus du pouvoir qu'il avait sur nous, parce que la France a toujours eu sa base militaire en Côte d'Ivoire. Depuis l'indépendance, elle a gardé cette base militaire sous prétexte que c'était pour nous aider. C'était des accords militaires, mais en réalité, il n'y a pas d'accord. Et ce n'était pas des rapports d'un pays indépendant avec un autre pays, c'était des rapports toujours de maître à sujet. Et cette réalité hideuse s'est révélée au cours de ces deux événements et plus clairement encore et lâchement, parce que pour 2010 c'est lâchement, parce que même si c'est sa colonie, on ne se jette pas sur elle pour la bombarder. Et on comprend maintenant à la lumière de ce qui s'est passé en 2010 pourquoi le bombardement de Bouaké n'est pas le fait de l'armée ivoirienne. C'est une mascarade, tout juste pour détruire les armes, surtout les engins volants militaires que M. Laurent Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire, a pu s'en acquérir en dehors de la France, qui avait le devoir, vis-à-vis des accords militaires, la France avait le devoir de nous protéger, d'intervenir en cas de guerre, d'attaque. Et concernant la rébellion, la France avait dit qu'il s'agissait d'un problème interne. Or, ce n'est pas le cas. On a vu son intervention directe en 2011 pour déloger le président de la République du palais. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment le maître et son sujet, les bourreaux qui jugent la victime. Et pour comprendre mieux, je vais vous lire un document intitulé « La charte de l'impérialisme ». Et vous allez comprendre toute cette mascarade. L'article 1er dit ceci. Notre devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'attribuer l'exercice. L'article 5 dit ceci. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons, etc. Mais ce qui est plus intéressant encore, tout pouvoir, l'article 7 dit, tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à nos injonctions perd par le fait même sa légalité, sa légitimité et sa crédibilité. Il doit disparaître. Je reviens à l'article 6 qui dit tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir du gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitimité. C'est la situation de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a été élu en 2000 par le peuple de Côte d'Ivoire. Comme son pouvoir n'émane pas du pouvoir impérialiste français et ses alliés, il est du coup illégitime, quelle que soit sa légitimité, comme ils l'ont dit dans leur charte. À partir de là, vous comprenez tout le scénario pour le diaboliser au regard de leur population, parce qu'il faut bien justifier au regard de leur population que ces valeurs prônées chez eux n'est pas appliquées à d'autres peuples. Et ils n'entendent pas laisser d'autres peuples appliquer ces valeurs-là.
Donc tout le problème est là. À partir de là où Laurent Gbagbo ne correspond pas, comme je viens de le décrire, il ne met pas sa fortune dans les banques, et il n'accepte pas la domination, il n'a pas attendu que ce soit eux qui le désignent comme l'homme avant qu'il ne soit élu président de la République. Ce sont des choses intolérables. Ils disent que tout ce pouvoir-là doit disparaître. Et voilà l'injonction qu'ils ont faite en 2010, après l'élection de M. Laurent Gbagbo. C'est cet article 7-là que M. Nicolas Sarkozy, président de la France, a appliqué, a mis après à la lettre. Parce que sinon, comment pouvez-vous concevoir en ce siècle-là des civilisations, où on parle de civilisation mondiale, de droits de l'homme, de droits des peuples, que le président d'un pays puisse s'adresser au président d'un autre pays en lui donnant 48 heures pour quitter le pouvoir. Donc c'est l'application de cette charte. Vous savez, tant qu'on n'avait pas vécu les équipes, si j'avais connu ce document auparavant, j'aurais dit qu'on raconte des histoires du passé. Que cette charte ne peut pas être en actualité, être quelque chose d'actuel. Il a fallu connaître, vivre ces événements, ces 3 événements de la Côte d'Ivoire pour comprendre que cette charte-là n'est pas du tout caduque. Et c'est elle qui vient d'être appliquée au cas de la Côte d'Ivoire, au cas de Laurent Gbagbo. Le Front populaire ivoirien a pu relever le défi de rester un parti de combat, tel qu'il a été prévu par son président fondateur Laurent Gbagbo. Donc pour nous, ça suffit. Avenir politique, tout dépend des circonstances. Nous sommes un pays qui lutte pour son indépendance. Donc la lutte est devenue une lutte nationale. Elle ne peut pas être une lutte uniquement partisane du Front populaire ivoirien. Mais comme le Front populaire ivoirien demeure le fer de lance de cette lutte, nous pensons que le peuple saura, en temps opportun, lui être reconnaissant. Et pour finir, Islande. Bonjour à tous. Je vous salue cordialement depuis les studios de Besançon. Aujourd'hui, j'aimerais citer en exemple l'Islande. Ce pays a eu une façon peu répandue pour traiter les banques. En voici la démonstration. Au cours du Forum économique mondial de Davos en janvier 2013, le président islandais Olafur Ragnar Grímsson a donné des interviews très intéressantes sur l'évolution positive de son pays depuis 2008, quand les Islandais ont refusé de sauver les banques en faillite au moyen de l'argent de leurs impôts. Quand on lui a fait remarquer que la situation en Islande était complètement différente de celle d'autres pays, Grímsson a répondu. Bien que la situation soit différente en Islande, je pense qu'en général, tous les pays, qu'ils soient grands ou petits, font face aux mêmes problèmes et peuvent appliquer des solutions similaires. Dans notre cas, nous avons décidé de laisser les banques faire faillite. Ce sont des banques privées et comme je l'ai dit, je n'ai jamais compris pourquoi les banques devraient être les temples sacrés de l'économie moderne. Alors qu'il est normal de laisser d'autres entreprises faire faillite, quand une banque a des problèmes, aussitôt tout le monde arrive en courant et hurle qu'on ne peut pas laisser faire ça. Nous sommes allés à l'encontre du point de vue orthodoxe de la finance mondiale qui domine aux États-Unis et en Europe, et maintenant, 4 ans plus tard, l'Islande se rétablit de façon remarquable. Parmi d'autres mesures prises par l'Islande, cette approche pour traiter les banques se révèle être la clé pour surmonter la crise financière. Chers téléspectateurs, la question que l'on peut se poser en entendant cela est « Pourquoi les autres pays endettés ne suivent-ils pas ce bel exemple de l'Islande ?» Sur ces mots, je vous souhaite une agréable soirée. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.